Tout a commencé par une fuite. Une seule phrase, cachée dans un document classé secret, a suffi à bouleverser tout un pays. Ce message, venu d'une source diplomatique confidentielle, exigeait que le Burkina Faso livre 90% de ses réserves de pétrole et d'or en seulement 24 heures. Sinon, le pays devait s'attendre à de graves représailles. En bas du document, une signature glaçante, celle de Donald J. Trump, ancien président des États-Unis. Trump, aujourd'hui redevenu un homme d'affaires influent sur la scène mondiale, ne s'est pas embarrassé de diplomatie. Il a envoyé une menace claire, directe, brutale. Pas de discussion, pas de négociation. Il voulait prendre le contrôle total des richesses stratégiques du Burkina Faso, son pétrole tout juste découvert et son or déjà exploité. Le message a été transmis à Ouagadougou par un ancien attaché militaire américain, escorté par des agents de sécurité privée. Il a été remis en main propre au capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition. Le contenu était explicite. Permettre immédiatement aux entreprises américaines d'exploiter les champs pétrolifères, signer un accord qui donne à un comité économique dirigé par les États-Unis le pouvoir de contrôler la politique énergétique du Burkina Faso. Le tout dans un délai de 24 heures. Sinon, sanctions économiques, sabotage interne et isolement international. Mais Trump ne s'attendait pas à ce que le dirigeant en face ne soit pas un pantin. Ibrahim Traoré n'a pas tremblé. Il a convoqué son chef du renseignement, son commandant militaire, et leur a dit calmement « Dites aux Américains que le Burkina Faso n'est pas à vendre ». Avant même la fin de la matinée, la fuite était devenue virale. Les chaînes africaines en parlaient en boucle. Trump exige les ressources du Burkina Faso, ultimatum de 24 heures lancé à Traoré. Toute l'Afrique suivait cette affaire, les yeux rivés sur Ouagadougou. Le peuple burkinabé retenait son souffle. Mais ce que beaucoup ignoraient encore, c'est que cette crise révélait une vérité soigneusement cachée pendant des mois. Sous les terres arides du nord du Burkina Faso, une immense réserve de pétrole avait été découverte. Pas un simple bruit ou une rumeur, mais une confirmation obtenue grâce à une collaboration secrète entre des ingénieurs russes, des drones iraniens et des spécialistes nord-coréens. Une équipe de géologues travaillant sous la direction directe de Traoré avait réalisé des analyses profondes. Les résultats étaient gardés confidentiels. Mais dès que les premiers forages ont commencé à percer la surface, les satellites espions américains et français les ont repérés. En à peine 2 jours, les services de renseignement américains ont identifié une activité énergétique inhabituelle dans la région. Ils ont observé des arrivées d'équipements lourds en provenance d'Iran et du Venezuela. Des messages cryptés ont été interceptés, mentionnant la mise en place d'un corridor pétrolier souverain. En parallèle, le gouvernement burkinabé avait déjà commencé à reprendre discrètement le contrôle de ces mines d'or, auparavant exploitées par des groupes liés à la France. L'or, autrefois envoyé à Paris, était désormais géré par un fonds de développement national. Pour les grandes puissances occidentales, c'était un cauchemar. Un pays africain, riche en ressources, qui ne dépendait ni de Wall Street, ni de Paris, ni du FMI, mais qui avançait sous sa propre souveraineté, c'était inacceptable. Ce n'était pas seulement une menace économique, c'était un exemple. Et cet exemple, il voulait l'éteindre à tout prix avant que d'autres pays africains, comme le Mali, le Niger, le Tchad ou le Congo, ne s'en inspirent. C'est alors que les appels ont commencé à pleuvoir, de Washington, de Chevron, d'ExxonMobil. Tous demandaient la même chose. Comment faire pour arrêter ça, avant que cela ne devienne un nouveau cas comme la Libye, mais cette fois, dirigé par des Africains? La réponse a été simple, envoyer Trump avec un ultimatum. Le message est donc arrivé, brut, sans vernis diplomatique. Il était écrit dans le langage de la domination, maquillé en offre commerciale. Mais ce n'était pas une négociation, c'était du chantage. Le document portait le titre « Cadre stratégique d'acquisition des ressources » et détaillait une série de conditions choquantes. 90% de la production pétrolière du Burkina Faso devait être confiée à des entreprises américaines. Les routes d'exportation de l'or devaient être remises à des intermédiaires approuvés par les États-Unis. Un comité américain devait superviser tous les nouveaux contrats miniers et la gestion des revenus. Et en échange, de vagues promesses de coopération militaire, d'assistance technologique et de protection contre les changements de régime. Oui, vous avez bien lu, une menace déguisée. Obéissez-nous ou perdez le pouvoir. Tout en haut du document, une note manuscrite. Traoré à 24 heures. DJT. C'était une tentative de colonisation économique version 2.0. Nue, brutale, assumée. Bien que les responsables américains aient tenté de faire croire que Trump agissait seul, sans mandat officiel, la Maison-Blanche ne l'a pas stoppé.
En réalité, il disait tout ce que l'Occident pense tout bas. Peu importe qui dirige l'Afrique, tant que l'Occident contrôle ses richesses. Mais Traoré avait déjà pris sa décision. Pas de pouvoir étranger pour décider de l'avenir du Burkina Faso. Si c'était un jeu de pouvoir, il jouerait, mais en homme libre, pas en marionnette. Le président burkinabé a relu la lettre. Une fois, deux fois, puis il a posé sur la table et s'est levé. Alors c'est ça, leur prix pour la paix? De l'esclavage déguisé en partenariat. Ses ministres étaient silencieux, ses généraux attentifs. Puis il a pris sa décision, avec détermination. Ils veulent 90% de notre avenir? Ils ont 100% de notre résistance. Il n'a pas appelé Washington, ni Paris. Il a contacté directement le commandant des forces spéciales de souveraineté, une unité créée en secret pour des situations comme celle-ci. Les ordres ont été clairs. Sécuriser tous les champs pétrolifères, doubler la protection des convois d'or, suspendre les transferts de données aux sociétés étrangères et préparer une déclaration publique. À midi, tout le pays avait les yeux rivés sur les écrans. L'image était simple, Traoré, en uniforme, debout devant le drapeau burkinabé, une main sur un dossier marqué « Menace américaine ». Sa voix était calme, mais ferme. Au peuple du Burkina Faso et aux nations africaines, une offre a été faite pour acheter notre pétrole, notre or, notre dignité, en échange de la peur. Il a marqué une pause, puis a lancé. À ceux qui sont derrière cet affront, à M. Trump et ses alliés, vous vous êtes trompés. Nous ne sommes pas la Libye, ni l'Irak. Nous ne sommes pas votre terrain de jeu. Vous nous avez donné 24 heures. Voici notre réponse. Vous avez 24 heures pour quitter le sol africain avec vos menaces et votre cupidité. Puis il s'est levé, a salué, et a quitté la salle. Pas de débat, pas de compromis. Juste une ligne rouge, tracée avec courage. Une nouvelle tempête se préparait. Mais cette fois, le monde ne voyait rien. Derrière les murs de verre des grandes tours, dans les salles de réunion sombres des multinationales, c'était la panique. Chez ExxonMobil, on appelait en urgence Washington. Chez Halliburton, les équipes stratégiques étaient en alerte. Et au quartier général de la CIA, à Langley, en Virginie, des signaux rouges clignotaient partout. Ibrahim Traoré n'avait pas cédé. Il était même allé plus loin. Il avait rendu public l'ultimatum américain. Et cette fois, il ne s'agissait plus seulement du Burkina Faso. Le message qu'il envoyait au monde était beaucoup plus grand. Un chef d'État africain, soutenu par son armée, venait de dire non au système économique occidental et il s'en sortait vivant. Pire encore pour l'Occident. Il était applaudi pour cela. Alors, la contre-attaque s'est intensifiée. Les agents de la CIA se sont multipliés en Afrique de l'Ouest. Des drones de surveillance ont commencé à survoler de plus près les couloirs du pétrole et de l'or burkinabé. Sur les réseaux sociaux, de faux comptes ont lancé des campagnes pour discréditer Traoré. On le disait instable, extrémiste, voire mentalement malade. Des mercenaires liés à une entreprise d'espionnage bien connue ont été vus près de la frontière avec le Ghana. Leur mission, créer le chaos de l'intérieur. Et comme toujours, les grands médias occidentaux ont fait chorus. En quelques jours, CNN, la BBC et d'autres chaînes ont commencé à répéter le même discours. Le Burkina Faso serait en train de s'isoler et cela pourrait créer une crise humanitaire. Des soi-disant experts affirmaient que Traoré menait son pays à la ruine. Mais sur le terrain, la réalité était tout autre. Dans tout le Burkina Faso, le peuple se levait. Des centaines de jeunes se portaient volontaires pour sécuriser les sites pétroliers. Dans les universités, on organisait des conférences sur la souveraineté et la justice des ressources. Les femmes apportaient nourriture et matériel aux soldats, gardant les mines d'or. Et à chaque fois qu'un reportage négatif passait à la télévision, la jeunesse burkinabé riait et repostait avec ce message ironique. S'il le déteste autant, c'est qu'il fait quelque chose de bien. Traoré avait compris une chose essentielle. L'ennemi n'était pas juste Donald Trump. C'était tout un système mondial, un réseau de banques, de compagnies pétrolières, d'agences de renseignement et de médias qui pillent l'Afrique depuis un siècle. Et ce système venait de se retourner contre lui. Parce qu'il avait fait l'impensable, il avait dit non, et il le pensait. Le Burkina Faso était attaqué sur tous les fronts, politiquement, économiquement, numériquement. Mais Ibrahim Traoré n'était plus seul. Quelques jours après avoir rejeté l'ultimatum de Trump, 3 avions militaires ont atterri à Ouagadougou. Pas pour larguer des bombes, mais pour livrer un message de solidarité. À leur bord, 3 chefs d'État africains venus en frères. Le colonel Assimi Goïta du Mali, silencieux mais déterminé. Le général Abdourahmane Tiani du Niger, au regard ferme. Le colonel Mamadi Doumbouya de Guinée,
fiers et sans excuses. Ils sont entrés ensemble dans le palais présidentiel. Aucun drapeau étranger, aucun attaché occidental. Et quand ils en sont ressortis, ils se sont tenus aux côtés de Traoré devant les caméras du monde entier. Puis ils ont prononcé ces mots qui allaient résonner sur tout le continent. Si vous touchez au Burkina Faso, vous touchez à nous tous. Ce n'était pas juste une déclaration symbolique. C'était une nouvelle doctrine. La réponse du Sahel à l'OTAN, le bouclier de l'AES, Alliance des États du Sahel. En moins de 24 heures, l'AES a activé des unités de renseignement communes. Des drones ont commencé à surveiller les frontières du Burkina Faso. Des communications cryptées ont été partagées entre les sites miniers et les postes de commandement alliés. L'alliance n'était plus une idée sur le papier, elle était devenue réalité. Le Mali a envoyé des conseillers militaires expérimentés pour protéger les installations pétrolières. Le Niger a fourni des équipes logistiques adaptées au désert. La Guinée a ouvert son espace aérien pour permettre des routes de ravitaillement d'urgence. Et ce n'est pas tout. Les médias de l'AES ont lancé une contre-offensive informationnelle. Ils ont exposé la manipulation occidentale, mis en lumière la résistance africaine et inondé les réseaux de ce message clair. Nos ressources, notre avenir, notre combat. À Bamako, des foules se sont rassemblées pour soutenir Traoré. À Conakry, des fresques murales le représentaient debout sur des barils de pétrole, brandissant fièrement le drapeau burkinabé. Même au Tchad et en Centrafrique, les jeunes scandaient « AES ou la mort ». L'Occident était pris de court. Leurs services de renseignement n'avaient pas vu venir ce sursaut panafricain, car ce n'était plus seulement une crise au Burkina Faso. C'était un pare-feu continental, et Traoré n'était plus sur la défensive. Il avançait. Pendant que les puissances occidentales se débattaient, deux géants se sont invités discrètement dans la partie, la Chine et la Russie. Mais eux n'ont pas débarqué avec des menaces ou un langage colonial. Ils sont venus avec des outils, des solutions et un message. Vous n'êtes pas seul. Moins de 72 heures après l'ultimatum de Trump, une délégation chinoise est arrivée discrètement à Ouagadougou. Pas de conférence de presse, pas de caméra. Juste des ingénieurs, des diplomates et une offre audacieuse. Construire une raffinerie de pétrole en 90 jours. Installer un système de valorisation de l'or sans passer par les banques occidentales. Mettre en place un système de paiement via le yuan numérique, court-circuitant le franc CFA et le dollar. Le Burkina Faso ne se contenterait plus de garder son pétrole et son or. Il contrôlerait chaque étape de leur transformation. Et les Russes n'étaient pas loin derrière. Le lendemain, un avion militaire russe de type Ilyushin a atterri sur une base sécurisée près de Ouagadougou. À son bord, des équipements de guerre électronique de pointe et des caisses mystérieuses étiquetées matériel de défense spécialisées. Traduction. Les champs pétroliers du Burkina étaient désormais protégés par des systèmes anti-drones russes. Des spécialistes affiliés à Wagner ont été redéployés pas comme mercenaires, mais comme formateurs stratégiques intégrés directement aux unités de défense burkinabè. Et le plus impressionnant, aucune dette, aucun prêt du FMI, aucune condition cachée. Chaque accord, chaque équipement, chaque partenariat a été conclu sur une base simple, souveraineté pour souveraineté. Les médias occidentaux ont crié au scandale. CNN a parlé d'un axe dangereux. Le département d'État américain a accusé Traoré de vendre son pays à des dictatures. Mais le peuple africain ne les écoutait plus. Car en Ibrahim Traoré, il voyait un homme qui ne courbait pas l'échine. En Chine et en Russie, il voyait des alliés pour résister. Et dans l'AES, il voyait un avenir sans chaîne. Le jeu avait changé. Trump avait lancé une attaque. Mais Traoré avait répondu avec deux puissances mondiales à ses côtés. Et pour la première fois depuis longtemps, le manuel de l'Empire ne fonctionnait plus. Ibrahim Traoré venait de faire l'impensable. Il avait défié un ultimatum américain. Et il tenait bon.